On a pu faire le lien entre les virus de porc, de grippe porcine, les virus de grippe aviaire et les virus humains. Donc on retrouve du matériel génétique des virus de grippe porcine dans les grippes qui circulent chez l'homme actuellement. Et plus récemment, avec l'exemple de la grippe porcine qui a émergé en 2009 dans un élevage de porcs au Mexique. Le porc fait partie de ce qu'on appelle la liste des hôtes intermédiaires possibles entre la chauve-souris et l'homme. Le porc est un animal qui a la capacité de pouvoir héberger plusieurs types de virus de différentes espèces en même temps. Donc on a déjà détecté des virus de grippe humaine chez le porc en même temps que des virus de grippe porcine et des virus de grippe aviaire. Et donc ça crée ce réservoir naturel vivant où les virus peuvent se mélanger entre eux, ce qu'on appelle des réassortiments génétiques, qui peuvent déboucher sur un nouveau type de virus qui peut être du coup spécifique à l'homme et qui peut ensuite se transmettre d'homme à homme. How dare you? Make our planet great again. Le porc est très proche génétiquement de l'homme, si on compare avec d'autres espèces domestiques. Du coup, les pathogènes qui affectent le porc ont une plus grande probabilité de pouvoir aussi infecter les humains de par la proximité entre la physionomie et puis les récepteurs cellulaires qui se trouvent chez les porcs et chez les humains. Si je prends par exemple la grippe, donc qui est un peu l'autre grande famille virale pourvoyeuse de maladies zoonotiques qui font le saut entre l'animal et l'homme, le saut d'espèces direct entre les oiseaux, l'espèce animale qui héberge le plus de virus souche virale grippale. Le saut d'espèces entre l'oiseau et l'homme est relativement rare. Par contre, le saut d'espèces entre porc et homme est beaucoup plus facile. Donc, ce qui fait que le porc peut jouer un rôle d'intermédiaire, quelque part, entre les oiseaux et les humains. C'est-à-dire que les porcs peuvent s'infecter avec des virus grippaux aviaires et peuvent aussi s'infecter avec des virus grippaux humains. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir finalement cette paramécanisme qu'on appelle la recombinaison, qui est en fait un échange de matériel génétique entre virus. On peut avoir finalement, chez les porcs, en fait, qui sont co-infectés par différents virus, une émergence d'un nouveau virus qui serait capable de se transmettre à l'homme. En France, les autorités sanitaires vétérinaires sont sur les dents par rapport à cette maladie. Il y a une crainte énorme qu'elle ne se retrouve dans les élevages porcins français. C'est très difficile finalement d'éviter son introduction à un endroit parce que le virus survit très bien dans l'environnement et notamment survit très bien dans les aliments faits à base de porc. Donc, par exemple, vous pouvez très bien transporter le virus de la peste porcine africaine dans un saucisson sec. On a aussi un déplacement de cette maladie vers l'Europe de l'Ouest avec les mouvements de sangliers parce que cette maladie affecte non seulement les porcs domestiques mais aussi les porcs sauvages et donc elle est transmise par les sangliers notamment en Europe. Ça va toucher des populations d'espèces similaires aux porcs, qu'elles soient sauvages, donc différentes espèces de sangliers et notamment les sangliers natifs, les espèces natives, que ce soit en Asie du Sud-Est ou notamment aux Philippines, où ça va entraîner des mortalités d'espèces qui sont déjà en voie de disparition et qui peuvent du coup disparaître de par cette maladie. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse, elle est extrêmement virulente, donc très mortelle. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. On ne peut plus aborder la problématique des risques sanitaires émergents sans avoir une vision globale de la situation et on ne peut plus aborder la problématique de la santé
qu'elle soit humaine, animale ou environnementale, sans la prendre dans sa globalité. On évolue tous dans un socio-écosystème similaire, qui est complexe, qui est spécifique dans les différentes zones. Et non seulement il faut le prendre dans sa globalité, donc en observant les impacts que peuvent avoir de la santé animale sur la santé humaine et la santé de l'environnement, et vice-versa, tout ça est lié, mais également le prendre en compte dans son contexte précis. C'est-à-dire que les mesures qui doivent être prises dans une zone du monde, que ce soit en Chine ou en Asie, au Vietnam, aux Philippines, ne vont pas forcément être les mêmes que les mesures qui vont devoir être appliquées dans des pays comme la France ou la Belgique. Et sachant que tout ça est lié également aux pratiques socioculturelles et au contexte socio-économique des pays et des gens, surtout des gens qui sont en contact permanent avec les risques et qui, eux, sont responsables et veulent le bien-être non seulement de leurs animaux, d'eux-mêmes, donc de leur famille, de leur communauté, mais aussi de leur environnement. Et donc d'arriver à prendre en compte la santé de l'environnement, la santé animale et la santé humaine comme un tout qui est vraiment global et lié, c'est pouvoir répondre à ces problématiques complexes et trouver des solutions avant que ça devienne des crises et des pandémies mondiales comme on l'observe actuellement. Jusqu'à présent, les stratégies de santé ont toujours été définies par des priorités ou des standards ou des normes internationales, ensuite qui sont déclinées dans des politiques nationales au niveau des États et qui sont ensuite, on demande aux gens de les mettre en œuvre sur le terrain. Le problème, c'est que souvent, ces stratégies ne sont pas appliquées, elles ne sont pas adaptées et donc elles sont soit transformées, soit non appliquées du tout et non mises en œuvre et donc il n'y a pas de gestion des risques sanitaires et ni de communication entre les secteurs. Trop nombreuses et trop nombreux sont celles et ceux à manquer d'informations sur la catastrophe écologique, à ne pas avoir les éléments qui permettent le déclic, la prise de conscience qu'aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas du catastrophisme que de le raconter, que de décrire cette réalité. Nous vivons une ère d'effondrement écologique et de réchauffement climatique. Aux médias, nous mettons l'accent sur ce sujet, nous sommes plongés dans les données, les faits qui détaillent l'ampleur du problème. Nous essayons de vous en rendre compte parce qu'il est crucial de parler d'écologie, plus que jamais, alors que nous vivons une époque de pandémie, peut-être de confinement chronique, conséquence directe de cet effondrement écologique. Pour qu'on puisse continuer à en parler, aidez-nous, soutenez-nous. Le média se transforme, devient une SIC, une société coopérative, pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous puissions raconter l'histoire de celles et ceux qui subissent ces phénomènes, ces catastrophes, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui cherchent des solutions. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des sociaux du média, à prendre des parts dans la coopérative. Vous aussi, devenez sociétaire, rejoignez-nous sur lemediatv.fr.